Et nous sommes en effet ici de retour à Paris-Nord-Villepinte sur le salon Intermat qui se tient jusqu'à samedi et qui a ouvert ses portes hier matin. C'est l'un des plus grands rassemblements de la planète consacré aux matériels et techniques pour les industries de la construction et des matériaux. 200 000 visiteurs attendus de près de 150 pays avec près de 1400 exposants. Et il y a également, car ce salon est ouvert au public aussi, un certain nombre de familles et d'enfants, car c'est vrai que ce monde de géants, les machines, les grues, les nacelles et autres bulldozers et pelleteuses font toujours rêver. Et finalement, les adultes qui travaillent dans ces filières aujourd'hui n'ont ni plus ni moins peut-être que de grands enfants. Nous allons parler architecture, car nous parlons matériaux et machines aussi, et en l'occurrence de béton également, avec un invité de marque qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Rudy Ricciotti, bonjour. Bonjour. Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance encore de vous connaître, un petit rappel, vous êtes donc un architecte installé à Bandol, dans le Var, et non pas parisien, comparé à beaucoup d'autres, lauréat surtout du Grand Prix national de l'architecture, c'était en 2006, l'année de la réalisation en outre du Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence, intitulé Le Pavillon Noir. Vous êtes également médaille d'or de la Fondation de l'Académie d'Architecture en 2013. L'année, cette fois, de la réalisation du très beau stade Jean-Bouin ici à Paris et du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le fameux MUCEM, qui est quand même une œuvre, une réelle œuvre là à Marseille quand on l'a sous les yeux, et qui connaît évidemment depuis 1 an et demi un immense succès. Et nous pourrions parler encore de beaucoup d'autres créations, dont en 2012 le département des arts de l'islam du musée du Louvre à Paris. C'est conforme à ce que vous êtes aujourd'hui, Rudy Ricciotti. Nous sommes d'accord. Bien sûr, mais venons-en aux faits, alors. Mais il n'y a pas que des trophées, c'est vrai, jusque-là. Vous ouvrez aussi votre métier à l'humour, quelque part, et à votre passion. On parle du béton avec... vous écrivez aussi, vous avez du temps. On ne sait pas où vous le trouvez, parce que vous êtes très actif, mais avec ce dernier ouvrage, Le béton en garde à vue, qui est un manifeste architectural et théâtral, édité aux éditions Le Mieux et paru en février dernier. Ça marche bien. Alors, l'histoire, on vous écoute. L'histoire, c'est traité d'humour et tout ça. D'abord, c'est à partir de l'humour et du rire, qui est quand même essentiel pour faire passer des messages, de faire réaliser aux lecteurs l'importance un peu sacralisée de l'économie de la construction, qui tire quand même l'économie française vers le haut et un maximum d'emplois, et surtout des emplois non délocalisables, il faut aussi le dire. Et également qui porte une somme de métiers complexes, savants et porteurs d'une narration, d'un récit, et j'ai presque envie de dire porteur d'une économie sociale, parce que le monde de la construction, voyez-vous, c'est un monde territorialisé, en France, localisé, mais dans lequel les métiers se renouvellent. Il n'y a pas très peu de pertes de métiers finalement. On va le voir dans un instant, pardon, il y a une petite urgence de circulation et on va écouter de suite. Un accident sur l'autoroute. Voilà. Priorité à la sécurité, vous êtes sur Autoroute Info. Il s'agit d'un poids lourd qui roule très lentement sur la bande d'arrêt d'urgence avec un départ de feu, de la fumée qui émane de ce véhicule. C'est en Rhône-Alpes sur l'A46, le contournement est-lyonnais. Direction Marseille, après le kilomètre 12 et la sortie de Neuville-sur-Saône. Patrouilleurs et gendarmes se rendent sur place. Alors c'est vrai, Rudy Ricciotti, depuis... Marseillais qui a foutu le feu à un camion, c'est ça? On ne sait pas, vous savez, on va enquêter. Les journalistes d'Autoroute Info sont très affûtés sur ces sujets. Rudy Ricciotti, vous parliez de social et d'importance, évidemment, de tout ce milieu de l'architecture, de la construction. C'est vrai que depuis les pyramides, on est là sur des bras, aujourd'hui sur des machines qui nous environnent, qui ont énormément, justement, fait progresser ces conditions sociales. Mais c'est toujours important pour vous, pour ce métier. C'est avant tout un métier d'homme. Et de bras aussi, et aussi de conception. C'est un métier d'homme, c'est un métier de femme, mais c'est surtout un métier de somme de métiers. Il faut bien imaginer que dans l'action de construire, il y a des centaines de disciplines, visibles et non visibles, au moment où l'on bâtit un édifice. Et moi, je suis émerveillé par ce savoir. Et ce savoir, c'est ce qui me maintient. Vous savez, aujourd'hui, comme architecte à 63 ans, il n'y a plus qu'une chose qui me fascine, c'est de faire en sorte de concevoir des ouvrages dont le coefficient main-d'œuvre est maximum et pas minimum, justement. C'est rare. Oui, voilà. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse, de sorte à participer à l'éclosion, au renouvellement de cette mémoire du travail. Alors finalement, ces machines autour, là, vous les aimez pas trop? Ah si, tout à fait, je les trouve merveilleuses, mais ces machines, elles aussi, portent un certain nombre d'acteurs du travail. Bien sûr. Il faut de l'ingénierie derrière. Vous savez, on s'aperçoit que plus la complexité s'élève dans l'art de bâtir, plus le volume de modélisation mathématique est complexe,
et plus les ouvrages sont savants. Et davantage ils le sont, davantage on a besoin d'experts sur les chantiers. Et quand je dis les experts, je pense aux maçons, je pense aux charpentiers, je pense aux coiffeurs, je pense aux boiseurs, je pense aux ferrailleurs, je pense à tous ces métiers qui sont indispensables et qui sont prenants dans l'idée, dans l'ingénierie globale de l'acte de bâtir. Ça veut dire que vous suscitez un peu chez les jeunes, c'est de venir rejoindre ces métiers qui sont... Bon, il y a les compagnons du Tour de France, bien sûr. Il y a Béton Academy, là, qui lance aussi de grandes formations pour apporter ces jeunes vers ces métiers qui sont fabuleux et qui sont source d'avenir. Mais vous savez, il n'y a pas de chômeurs hein, dans le BTP. On a besoin de toutes les expressions de savoir. Du manœuvre jusqu'à l'ingénieur généraliste, en passant par l'ingénieur spécialisé et les directeurs de travaux, on a besoin. Mais le problème, c'est que c'est un métier, le BTP, c'est un métier où il faut travailler, il faut se lever tôt. Il faut arriver à 7h sur le chantier, puis on repart à 19h. Donc c'est pas un métier de branleur quand même. Ce sont des gens de courage. Il faut un peu de muscle, il faut transpirer. Mais ça reste une belle valeur. On vous interrompt encore une nouvelle fois, je suis désolé, avec une nouvelle information express, c'est clair. Priorité à la sécurité avec la coupure de l'autoroute A43 dans la vallée de la Maurienne en direction de l'Italie suite à un poids lourd en panne sous le tunnel d'Orel. Le trafic est interrompu à hauteur du péage de Saint-Michel de Maurienne ainsi qu'à l'entrée de ce tunnel d'Orel en direction du tunnel du Fréjus. En attendant que ce poids lourd en panne soit sorti du tunnel. Patience dans ce secteur dans la vallée de la Maurienne sur l'A43 en Savoie. Merci. On retrouve Rudy Ricciotti, qui est l'un des architectes principaux en France, avec de très beaux ouvrages, on l'a dit tout à l'heure. On va revenir sur votre ouvrage avant de parler vraiment du béton et de votre passion, puisque vous êtes aussi parrain dans ce salon Intermat, qui est une première en France, de la réunion de toute l'industrie du béton, de l'espace béton ici, avec des trophées également. C'est une comédie théâtrale en 3 actes et autour du béton. Je l'ai écrit pour me faire pardonner d'avoir abandonné ma mobilette dans le tunnel de la Maurienne, et qui est à l'origine de cet embouteillage. Et c'était de manière... C'est le ton de votre ouvrage, ça. Hein, oui, c'est un peu ça. Voilà, il y a un ton un peu surréaliste, dadaïste, appelez-le comme vous voulez, mais certainement pas existentialiste, parce qu'on n'est pas dans la plainte ni dans la complainte. Mais le ton de l'ouvrage démarre avec beaucoup d'ironie, de fatalité, et puis après prend un peu des envolées shakespeariennes, j'aime bien dire, pas sur la qualité, mais sur la méthode, c'est-à-dire des monologues qui ont pour objet de déplacer la question de l'économie de la construction à la question politique, et à la traduire en termes d'objectifs politiques. Juste rappeler que les acteurs de l'économie du bâtiment tirent la France vers le haut et participent, j'allais dire, d'une clé de redistribution des richesses. C'est ça l'économie du bâtiment. Parce que savez-vous qu'une centrale à béton est toujours à 50 km maximum du lieu où on le consomme. Donc vous voyez bien, on est dans une chaîne courte de liaison, on est sur un système concentré. Il n'y a pas d'évaporation. Les entreprises du BTP ne sont pas installées dans les paradis fiscaux. Elles sont installées dans les territoires où elles travaillent. Il faut juste le rappeler. On est dans le concret, c'est sûr. On est dans le concret, oui, mais bien sûr qu'on est dans le concret. Et on est dans l'efficacité aussi. Une ellipse donc avec cet architecte pris face à un capitaine de gendarmerie, un juge d'instruction, parce que vous vous sentez effectivement traqué. Oui, traqué, parce qu'on est dans l'absurde. C'est du Raymond DeVos. À un moment donné, il y a une situation d'absurdité. Cette situation d'absurdité témoigne de l'incompréhension qu'ont souvent les Français de l'économie de la construction. J'imagine que cette atonie parfois tenue par les politiques, ça vous agace, ça vous chatouille? Non, je pense que les politiques sont parfaitement conscients des enjeux économiques en matière d'emploi, et je crois qu'il faut cesser de tabaser les politiques. Les politiques font ce qu'ils peuvent, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet est aussi de rendre plus fluide l'acte de bâtir. On est en retard dans la construction en France, hein, plusieurs centaines de milliers de logements. Mais j'allais le dire, attendez, d'abord nous sommes très en avance du point de vue des savoirs, parce que les entreprises françaises du BTP sont les meilleures au monde, et les architectes français sont les meilleurs d'Europe. Je ne vais pas plus loin parce qu'après je ne connais pas. Donc soit clair, les éléments sont là, les savoirs sont là, mais on n'arrive pas à fabriquer même pas 30% des objectifs de production du logement social en France. Bon, il y a bien un problème. Mais c'est un problème structurel, c'est un problème administratif, c'est un problème de maîtrise du foncier. Et vous y participez, vous concourez, hein, vous me disiez tout à l'heure, au logement social. Bien sûr. Mais avec des cahiers des charges très serrés pour la créativité, ça ne va pas être très difficile de faire du logement social. C'est ce qui est le plus difficile, le plus cruel. C'est très contraire. On est très normé par
par l'ensemble des règles qui codifient le logement social. Ça se passe, je dirais, au pourcentage près, c'est très ciblé. C'est très difficile. Et c'est souvent par ce type de marché, d'études, que les jeunes architectes démarrent. Et il faut rendre hommage aux confrères qui s'investissent beaucoup dans le logement social. Vous savez, le problème du logement social, c'est que les prix ont augmenté en 10 ans, ont doublé. Or, le confort de logement n'a pas doublé, les surfaces n'ont pas doublé. Et le coût de l'économie, le coût des choses n'a pas doublé. Je veux dire, on voit bien, l'inflation n'est pas de 100% en 10 ans. Qu'est-ce que c'est qui a rendu inflationniste et accablé le coût de construction du logement, même s'il est encore très bas? C'est l'accumulation du champ normatif. L'accumulation du champ normatif, qui est terrible, où l'argent part dans l'inutile, on pourrait dire. L'épargne, la confiance, etc. On sait ce qui, malheureusement, ne nourrit plus pour l'instant les fonds de construction. Alors vous qui êtes passionné, Rudy Ricciotti, de béton, c'est peut-être compliqué de partir sur vous parliez de normes, mais sur une espèce de mode aujourd'hui, sur le biodégradable dans la construction, le bois et pourquoi pas la paille. Et ça, pour vous, c'est pas nécessaire? Tout est possible, excusez-moi, mais jusqu'aux dernières nouvelles, le béton a, après le bois, la meilleure empreinte environnementale. Bien beaucoup plus performante que l'acier, l'aluminium, l'inox, le verre. Voilà, c'est absolument évident. En même temps, c'est un matériau qui permet un récit, qui permet une narration, qui permet un onirisme. C'est un matériau, lorsqu'il est tenu en main, il est façonné, il y a du sentiment, c'est-à-dire le travail des hommes à côté qui l'accompagne. On n'est pas dans un processus strictement industriel, on est dans un processus de partage. Vous savez, le béton, c'est un violon. On pourrait dire c'est un accordéon avec des replis. Il faut mettre l'énergie, il faut insuffler l'air pour que le son de l'ensemble des plis devienne harmonieux. Et ça participe très facilement à votre créativité. Il n'y a pas de limite aujourd'hui dans la créativité grâce aux machines qui nous environnent, grâce à toutes ces technologies dont on dispose aujourd'hui. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de limite grâce au génie des travailleurs des chantiers. Je dis bien au génie des travailleurs, des maçons, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, mais également au génie des ingénieurs. Parce que, savez-vous, aujourd'hui, les logiques d'effort les plus complexes et les plus savantes sont modélisées de manière numérique jusqu'à imaginer que tout cela est mis sous la dictature des mathématiques. Et cette dictature des mathématiques, de l'abstraction, produit des résultats extrêmement savants, extrêmement sensibles, extrêmement sensuels. Extrêmement romantique, j'allais dire même. Merci Rudy Ricciotti pour cet éclairage. Je renvoie donc à votre ouvrage qui ouvre l'architecture et qui porte haut finalement ce beau métier de création. Votre dernier ouvrage, Le béton en garde à vue, est aux éditions Le Mieux, paru en février dernier et qui, vous me disiez, qui se vend très très bien, c'est tant mieux parce que l'architecture le mérite bien et votre œuvre aussi. Merci. Il est 14h, ça va être l'heure de l'information trafic. Avant cela, je vous précise que ce programme est à suivre sur autorouteinfo.fr et qu'à partir de 14h45, ce sera la poursuite évidemment ici de cette journée spéciale consacrée à ce salon Intermat. Et nous nous pencherons cette fois sur l'économie du secteur, bien en souffrance actuellement, en compagnie du président de la FNTP, la Fédération Nationale des Travaux Publics, Bruno Cavagny. À tout à l'heure.